Donc, en fait, au niveau du club agriculture, en fait, alors, ça fait un peu plus de 7 ans que j'ai repris l'animation du club. Nous sommes au total trois animateurs, donc Florence, Lionel et Yubei. Euh, donc, vous nous retrouverez sur chaque événement, il y a toujours au moins l'un d'entre nous. Quand on peut, on essaie d'être deux. Je dirais, ça permet d'avoir une certaine diversité dans les choix qu'on peut proposer. Si on veut présenter au niveau du club en chiffres, en fait, on a quand même un peu plus de 1000 membres qui sont abonnés au club. On organise à peu près au moins un événement par mois. Des fois, on fait même 2 événements. Ça en fait au total entre 12 et 15 par an. Et je dirais, en 7 ans, ça nous fait déjà un peu plus d'une centaine d'événements qui ont été réalisés. Nous avons aussi, c'est important de le dire, il n'y a pas de club métier vraiment, il y a un club art et management, mais finalement, en fait, on a peu d'animation autour des alumni qui travaillent dans le secteur culturel. Or, il faut voir que beaucoup de gens, en fait, ont fait des carrières dans le secteur culturel, soit en travaillant dans des grandes institutions au niveau du marketing, de la communication ou de tout ce qui est secteur comptable, mais aussi un certain nombre d'alumni qui ont carrément changé de carrière, qui sont devenus galeristes, guides conférenciers, qui ont créé des entreprises en fait autour du secteur culturel. Et on a un vœu, c'est qu'au travers du club art, on veut leur donner un peu de visibilité. Donc la conférence d'aujourd'hui rentre dans ce cadre-là. Et sachez qu'en plus en fait, du site du club, on a un club Facebook. L'avantage du groupe Facebook, c'est que tout le monde peut partager des idées de sortie et surtout, ça nous permet d'être réactifs quand on a des informations sur des alumni qui font des événements culturels, qui nous les transmettent que 10-12 jours avant et souvent on les relève via le compte Facebook. Nos événements en présentiel, en fait, sont en général, on s'arrange pour que ce soit confortable. Donc, en général, on s'arrange pour ne pas dépasser une quinzaine de participants, notamment dans des visites d'exposition où des fois, on est un petit peu à l'étroit. Donc, un petit rappel en fait de ce que nous faisions en fait par le passé. Donc, on a fait un certain nombre de visites un peu d'exception, des lieux pas faciles où on entre rarement. L'Observatoire de la Sorbonne, la piscine Molitor. On avait fait aussi une visite un peu spéciale sur Secret de meubles aux arts décoratifs où ils ouvrent un certain nombre de meubles qui étaient magnifiques. Donc, notre ambition, c'est de continuer à rentrer dans des endroits où on ne peut pas rentrer autrement, dans les visites de l'officiel des spectacles, des lieux qui ne sont pas ouverts. Il y a des des visites de monuments. On avait fait le château de Vincennes. On essaye de faire aussi des visites qui sont plus difficiles à obtenir parce que plus rares, comme le mobilier national ou le Conseil d'État ou la Banque de France. Des visites d'exposition. Donc, on est assez fan en fait au niveau des animateurs de tout ce qui est peinture, sculpture. Donc, on propose beaucoup d'expositions phares avec des guides qu'on aime, qui sont dynamiques, qui aiment l'interaction. Donc, en fait, c'est ce qui fait le plaisir de ces rencontres. Et on essaye de diversifier selon les opportunités avec des conférences ou des spectacles. Souvent, on relaie dans ce cas-là des animations qui sont liées souvent par des alumni qui travaillent dans le secteur. Donc, on avait fait notamment la soirée théâtre pour le meilleur et pour le dire, en fait, qui est une pièce écrite par un alumni Néoma. On avait fait aussi le goûter au Grouan sur le prix Goncourt. Pour rappel, alors, pendant le confinement, on a continué notre activité en faisant un certain nombre de conférences en Zoom. On a fait un cycle un peu exceptionnel avec un professeur d'histoire de l'art qui s'appelle David, autour de la peinture. Et l'idée, c'était surtout de parler d'un peintre avec, je dirais, une manière transversale de voir comment il a influencé ses contemporains et quel a été l'impact de sa carrière sur les générations qui l'ont suivi. L'avantage, et c'est un peu exceptionnel, c'est que ces conférences sont restées en replay et sont accessibles pour les cotisants. C'est un petit peu exceptionnel. Je rappelle que les autres événements qu'on organisera pour respect pour le travail qui peut être fait par les guides, les e-cafés ou les conférences qu'on sera amené à faire à l'avenir en Zoom ne seront pas forcément retransmises et enregistrées, puisque en fait, c'est une façon de protéger aussi le travail du guide et ce sera en live. Donc là, c'était un petit peu exceptionnel. Notre programme pour l'année prochaine, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on va reprendre les visites en présentiel.
Alors, on est un petit groupe d'habitués à se retrouver régulièrement, donc on s'est dit qu'une fois par trimestre, on proposerait peut-être une soirée où on se retrouve plus en faisant un resto ou autour d'un verre pour parler un petit peu des expos, de l'actualité qu'on voit, dire ce qu'on a aimé, pas aimé, et c'est une façon de se connaître et d'être un peu plus convivial. J'ai l'ambition de lancer un autre site qui s'appellerait Correspondance. Donc là, l'idée, c'est de monter comment une tendance, un phénomène a pu impacter l'art, mais dans toutes ses dimensions. C'est un peu dans l'idée du poème de Baudelaire, des correspondances entre les sons, les couleurs, les odeurs. Donc le premier volet, ça sera sur le jazz. Le jazz, c'est pas qu'une musique, ça a été vraiment, ça a eu un impact aussi bien sur les arts décoratifs, sur l'écriture, sur des pièces de théâtre. Donc, c'est beaucoup plus large que la musique. Et donc, j'aimerais faire une conférence sur ce thème-là. Et bien sûr, on fera des rencontres autour des métiers de la culture. Les prochains rendez-vous prévus, fin octobre, on va programmer la soirée du Club Art Resto pour se retrouver entre habitués. Les nouveaux, n'ayez pas peur de venir. C'est le plaisir de parler un petit peu de quelque chose qu'on aime bien. En novembre, j'ai une conférence, je n'ai pas encore la date, qui sera sur les non-fungible tokens, qui est en fait un phénomène qui commence à être utilisé sur le domaine de l'art et qui a un certain nombre d'impacts sur des pratiques au niveau du secteur artistique. Et donc là, on aura des gens qui travaillent dans ce secteur-là qui en parleront. Lundi 28 novembre, on a l'expo Georgia O'Keeffe qui est programmée. Donc, ça sera une visite à 19h. C'est un créneau qui est à 18h45. Donc, c'est un petit peu tôt, mais essayez de garder ça dans vos agendas. Et mardi 14 décembre, normalement, ça sera la conférence sur le jazz. Et en janvier, j'espère avoir un créneau pour l'Hôtel de la Marie. Voilà pour le programme de l'année. Donc, surtout, un rappel, c'est que c'est vos inscriptions aux événements qui nous aident à financer les événements. Donc, si vos événements vous plaisent, on peut les monter parce que vous y venez. Donc, surtout, pensez à venir, à vous inscrire. Et l'avantage, c'est que vous retrouverez souvent des gens qui reviennent régulièrement. Donc, c'est le plaisir aussi de partager un peu après les expositions ou les conférences qu'on fera en live. On va passer maintenant pour la demi-heure qui suit avec deux invités. Donc là, j'ai le plaisir en fait d'accueillir Cécile Shaw, qui à un moment dans sa carrière a décidé de créer sa propre entreprise, de devenir entrepreneuse et qui est en fait la directrice et la fondatrice de Photo Fever, en fait, qui est un grand salon pour ceux qui le connaissent, qui était jusqu'à maintenant au Carrousel du Louvre, qui permettait en fait d'accéder à un large choix via des galeries de photographie, et ce à des prix souvent beaucoup plus abordables que ce qu'on trouve habituellement. Et Cécile Affelay qui s'occupe en fait d'une association tout au tard qui là est plus impliquée qui utilise l'art et fait de l'événementiel autour de l'art, mais pour créer du lien, pour aider aux gens à se retrouver, à partager, animer des vies de quartier, également aussi privilégier peut-être de la réinsertion, permettre l'accès à la culture à des personnes qui sont peut-être en difficulté, qui n'y auraient pas accès autrement. Donc là, on va passer une petite demi-heure pour parler de ça. Donc l'idée, en fait, qui m'était venue, et c'était la réflexion, c'est que l'art en soi, on avait eu un grand mouvement au moment de l'ère industrielle où on avait des productions d'un certain nombre de choses et donc un changement au niveau de la société assez fort. Et il y avait à ce moment-là un mouvement qui était art and craft où il y avait une volonté de réinsérer du beau dans ce qui était produit. Et donc, on avait assisté à des collaborations d'artistes. Le fait aussi de faire en sorte d'avoir des beaux environnements, que ce soit pour les bureaux, de la création de meubles. Et donc, c'est quand même le début du design. Et à travers ça aussi, un certain nombre un développement, je dirais, au niveau de notre société, de donner accès à la culture, à quelque chose d'un peu plus large que l'élite de l'époque. Donc, je fais un peu un parallèle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une phase où on a une idée de relocalisation, de proximité, de protection de l'environnement. L'idée aussi que l'art, c'est un excellent lien pour permettre aux gens de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Et donc, en fait, pour parler de ce sujet, j'ai donc Cécile Shaw et Cécile Affelay. Je vais vous demander de vous présenter rapidement toutes les deux. Quelle Cécile commence? Entre des deux Cécile, mon cœur balance. Allez, Cécile Shaw.
démarré, donc, alors, Cécile Scholl, je me permets de rectifier, mais merci pour Cécile Schall. Voilà. Charles, excuse-moi. Merci pour l'invitation. C'est pas grave. Donc, j'ai effectivement parcours après Neoma, enfin Subdocorins à l'époque, en 86. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le marketing et la communication dans des grands groupes. J'ai toujours été une amoureuse des marques et j'ai eu envie, à un tournant de ma vie, autour de 40 ans, de donner un peu plus de sens à ce que je faisais et finalement continuer à faire mon métier, mais promouvoir des artistes et plutôt que des marques. Voilà. Donc, j'ai été amenée à lancer un certain nombre d'événements artistiques jusqu'à l'idée de créer ma propre marque qui est Photo Fever, avec un déclencheur qui est derrière moi, puisque c'est la première photographie que j'ai achetée et qui pour moi était le déclencheur de toute cette aventure entrepreneuriale. Voilà. Bonjour à tous, merci de l'invitation Florence. Cécile Effelé, donc pareil, après le diplôme, moi, à Rouen, qui ne s'appelait pas encore Neoma à l'époque. J'ai travaillé toujours dans le domaine associatif, dans le monde associatif, le monde culturel. Alors d'abord au Canada, où j'ai monté des formations, des temps de création et de formation pour les artistes francophones en milieu anglophone. J'ai organisé des marchés de la scène, donc plutôt dans le spectacle vivant francophone dans un univers anglophone en Alberta. Puis ensuite, j'ai travaillé au Conservatoire de Strasbourg en tant que chargée de l'action culturelle, tous les masterclass et concerts qui étaient réalisés par les artistes qui étaient invités par le conservatoire, les élèves et les enseignants. Et puis ensuite, j'étais administratrice d'une association qui organisait le Congrès mondial du saxophone. J'ai fait comme Cécile, j'ai créé mon entreprise, une entreprise d'ingénierie culturelle qui s'appelait CAPAC, qui avait pour objectif de créer la rencontre, notamment au sein de grosses entreprises et utiliser la création artistique comme processus de rencontre, mais aussi d'arrêter de fonctionner en silo. Et puis maintenant, je suis directrice d'une association qui s'appelle Tôt ou Tard, effectivement, et qui est un réseau alsacien qui réunit 420 structures sociales, médico-sociales et de l'insertion professionnelle et les structures culturelles, donc structures de diffusion, à la fois dans le spectacle vivant, mais aussi dans la culture scientifique, le patrimoine, lieu d'exposition. Voilà, c'est très vaste. En tout cas, ce qui est clair, et je crois qu'avec le confinement, c'est encore ressorti, c'est qu'on a tous envie de partager et à part les écrans, etc., rien de tel que d'aller voir une pièce de théâtre, de voir de la musique, d'avoir des photos, même chez soi, hein, c'est le plaisir d'avoir de beaux objets. Donc, je pense que c'est quelque chose que toutes les deux vous partagez. Vous partagez une passion, je suppose aussi. Ce n'est pas simplement un métier. Et c'est pas toujours facile de vivre sa passion. Donc, déjà, félicitations pour vous être lancée dans le secteur. Et donc, Cécile, tu peux nous parler un petit peu justement des rencontres autour de la photographie, de l'émotion que ça peut procurer? Oui. Alors, effectivement, je disais tout à l'heure, le déclic, donc j'ai travaillé en freelance pendant plusieurs années autour de la photographie. Il se trouve que la photographie est inscrite, on va dire, dans mon ADN, puisque je suis issue d'une famille de photographes depuis 3 générations. Donc, mon arrière-grand-père était déjà photographe et mon grand-père était un peu la star de la photographie des années 30. Donc, voilà, j'ai toujours eu ça quelque part dans ma tête, cette passion pour la photographie. Mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir des émotions avec la photographie, comme moi j'avais pu en vivre avec de la peinture. Donc j'ai eu des chocs émotionnels plus jeune dans des musées, que ce soit à Paris, à New York, devant des Matisse, des Van Gogh, des Nicolas de Staël. J'ai eu des vrais chocs émotionnels, mais je ne savais pas que ça pouvait être possible avec la photographie.
Et après quelques années, après avoir commencé à travailler dans le milieu, j'ai lancé des foires d'art contemporain à Paris et à Bruxelles, qui s'appellent Affordable Art Fair. Et j'ai eu mon premier choc émotionnel avec une photographie donc, qui est derrière moi. Donc que quand je l'ai vue, pour moi, ça a été une émotion très forte, enfin, j'en pleurais presque, et une évidence. C'est-à-dire que je ne me suis même pas posé la question. Enfin, j'ai dit à mon mari, regarde, j'ai flashé sur une photo, on l'achète. Bon, lui, il était moyennement emballé, mais je dis, c'est pas grave, de toute façon, il me la faut. Et c'est comme ça que tout s'est déclenché, que j'ai pu me dire que finalement, grâce à la photographie, on peut avoir des émotions, et ce que moi, j'ai vécu, d'autres peuvent le vivre. Et c'est donc depuis 10 ans que j'ai lancé Photo Fever. Ma volonté, c'est ça, c'est de sélectionner des galeries qui ont elles-mêmes sélectionné des artistes, qui vont venir exposer les œuvres de tous ces artistes qui viennent du monde entier, avec cette idée que des rencontres se fassent, que des chocs émotionnels aient lieu, et surtout que les visiteurs que je mets en collectionneur puissent repartir chez eux avec l'œuvre de leur cœur, et quelque part ils puissent reconstituer chez eux leur petit musée personnel afin de vivre au quotidien avec de l'art, parce que ça fait du bien. Voilà. C'est vrai que des fois, on voit des œuvres et on a envie de repartir avec. Moi, récemment, c'était plus une peinture. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment un plaisir après d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Et souvent, en fait, les gens, enfin, je vois au niveau on essaye de faire ça au niveau du club quand on fait des visites. Quand on voit des œuvres, les gens les regardent, mais souvent, ils ne partagent pas forcément ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils projettent. Et je pense qu'il y a certaines œuvres, surtout quand on prend certaines œuvres surréalistes ou certaines œuvres, en fait, des défauts, etc. Je pense qu'il est important de parler aussi on n'a pas une vision unique de ce qu'on voit et on n'est pas forcément touché de la même façon. Et ça, c'est important. Et souvent, c'est le plaisir d'échanger après. Je pense que c'est comme quand on va à une pièce de théâtre ou qu'on voit un film, on sort, on en parle. Et je pense que Cécile, c'est un vecteur que vous utilisez aussi pour des personnes, en fait, quand ils viennent à vos événements. Alors, c'est vrai que du coup, entre Cécile et Cécile, je suis désolée. Donc, pour tout retard. Oui, alors effectivement, je me disais que ça devait m'être adressé. Non, mais clairement, en fait, la proposition artistique est un support pour nous à l'accompagnement social. Donc, comme je vous le disais, effectivement, on travaille plutôt autour de la question de la proposition artistique comme vecteur d'insertion et de cohésion d'un territoire. Moi, alors effectivement, il y a la rencontre artistique avec une œuvre qui crée des émotions. Enfin, je pense que ça, on le partage tous, et qui est spécialement importante, à mon sens, pour des personnes en difficulté sociale. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, tant que l'hébergement, l'alimentation, que les besoins primaires ne sont pas remplis, on ne peut pas aller vers une proposition un peu plus spirituelle. Et en fait, c'est faux, parce que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est justement cette capacité de se ressentir, de se trouver liés. Et en fait, on observe que pour des demandeurs d'asile ou des personnes en grande précarité, SDF, et ben, c'est pas en plus, c'est en même temps, au même titre que tous les droits humains fondamentaux qu'on a. D'ailleurs, en France, on commence de plus en plus à parler de la notion de droit culturel. Le droit de tout un chacun à exprimer sa part d'humanité, et on l'exprime par la création artistique, et de participer à la vie culturelle. Donc nous, c'est quelque chose qu'on porte très fort, et on se rend bien compte effectivement ce que c'est porter aux personnes les plus fragiles de notre société, quoi. C'est vrai que c'est ce qui est important aussi, et ça, c'est le mérite de ce que vous faites, en fait, avec vos deux initiatives. C'est que l'art, c'est pas seulement quelque chose qui se consomme, que l'on regarde de manière passive. C'est important d'avoir des rencontres. C'est vrai que quand je suis allée sur les stands de Photo Fever, on rencontre les artistes. On peut commencer à parler de leur travail. Et derrière, on s'aperçoit qu'il y a quand même souvent, c'est une affaire de rencontre, c'est une affaire de ressenti.
Et quand ils commencent à parler de leur travail, ça exprime énormément de choses, ça reflète énormément de choses sur notre société, sur ce qui s'y passe, et c'est transcrit au travers de leur travail. Et il faut savoir aussi que c'est des démarches, je trouve, qui sont à la fois une façon de conserver du savoir-faire et en même temps de faire de l'innovation. Je prends un petit peu dans le cadre de la photographie. C'est vrai que quand on va sur Photo Fever, certains ont fait le choix de retravailler sur de l'argentique avec du noir et blanc et qui travaillent des ambiances. Et c'est des techniques qui perdurent et qui permettent d'obtenir des effets qu'on n'a pas forcément autrement avec le numérique. Et l'art permet à ces technologies, à ces savoir-faire de perdurer. On a vu d'autres initiatives en dehors de la photographie. Je pensais à des gens qui ont recommencé à faire tout ce qui est teinture à l'indigo, teinture à la pastel, un certain nombre de travail autour du bois, autour de savoir-faire. Et ça, ce sont des métiers, ce sont des savoir-faire, ce sont des choses en fait sur lesquelles souvent quand on fait même de la réinsertion, ces métiers peuvent être aussi des biais pour redémarrer. Et à côté de ça, il y a de l'innovation, parce que même pour la photographie numérique, quand on va sur les stands, on voit certains tirages de photos numériques qui sont pris dans des formes de plexiglas, en fait, souvent de qualité, avec des tirages, des possibilités d'agrandissement. Il y a de l'innovation, et c'est-à-dire que l'art, en fait, est aussi un lieu d'expérimentation. Et il ne faut pas croire, c'est aussi un lieu, il n'y a pas que dans l'industrie, il n'y a pas que dans ces secteurs-là où on continue à trouver des idées, à expérimenter des nouvelles choses, notamment au niveau de l'optique. La France est une première industrie autour de l'optique et un des vecteurs qui l'exprime. Bon, il y a l'astronomie, mais c'est aussi par la photographie. La photographie était née en France, comme le cinéma, comme toutes sortes de choses. Donc, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'économie du pays. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je parle un petit peu. Enfin, je suis partie, il ne faut pas hésiter à me couper. Alors, sur la partie innovation, clairement, pour moi, le processus artistique, c'est de l'expérimentation. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important qu'on ait tous cette possibilité de le tester, même si on n'est pas tous des artistes, ça c'est clair. Mais d'avoir accès à ce processus, d'essayer, je pense que ça offre une grande liberté et c'est très important, à mon sens, dans notre société. Après, sur les aspects économiques, je pense que personne ne reviendra sur le fait qu'il y a eu assez de rapports indiquant la part des emplois artistiques, par exemple, dans le PIB en France. Mais des fois, je me demande si… Alors, je vais ouvrir une polémique, Cécile. Je me demande si c'est intéressant de ne parler que Enfin, je trouve qu'on a beaucoup tendance à défendre cet aspect économique, alors que pour moi, c'est à un niveau supérieur. On l'a bien vu pendant la pandémie qu'on vient de vivre. En fait, à un moment, les lieux de culte sont restés ouverts parce que ça répondait à un besoin intrinsèque humain qu'on avait. Et les lieux culturels ont été fermés. Et là, moi, je me dis, zut, on a oublié la notion… On s'est battu pour les librairies quand même. Ben, ouais, mais il n'y a pas que les librairies, quoi. Oui. Donc, je trouve que justement, le côté, en se positionnant en tant que secteur finalement économique, est-ce qu'on ne perd pas un peu le côté essentiel de notre action? Je lance une question à Cécile. Cela dit, moi, tu parles du côté économique. C'est vrai que moi, tout ce que je fais avec Photo Fever va dans le sens de démocratiser l'accès à l'acquisition d'œuvres d'art. C'est vrai que moi, je considère, enfin, ma vision, c'est que la photographie, qui est un art très récent, donc Florence disait que effectivement cet art a été inventé en France, donc il n'y a pas 200 ans, que le marché de la photographie, donc on achète des photos depuis à peine 50 ans, donc c'est encore très très récent, mais il est important en tête que quand on achète une œuvre, quelque part l'œuvre, donc objet qui acheteur, le collectionneur, et que c'est une façon de se
voilà, de se recréer son environnement chez soi. Et je trouve que du coup, moi, je suis entourée d'œuvres d'art et beaucoup de photographies chez moi. Être confinée chez moi avec tous ces objets que j'aime, c'est vrai que c'est aussi une façon de mieux supporter ce qui peut parfois être insupportable. Donc, le côté économique, c'est cet objet, quand on en fait l'acquisition, c'est aussi une façon de rémunérer l'auteur, et c'est aussi une façon de faire vivre les artistes et une façon aussi de continuer à créer ce cercle vertueux de la création. Donc c'est vrai que parfois l'argent est tabou, mais moi voilà, je mets les pieds dans le plat, je dis oui, il faut acheter les œuvres pour que les artistes puissent aussi, c'est pas que juste une économie, voilà, c'est une économie qui a une vraie utilité dans tous les sens du terme, donc pour les artistes qui vont en vivre et pour les acquéreurs qui vont être nourris de cet art qu'il leur ressemble et qu'ils apprécient. Voilà. Alors, c'est Non, vrai mais que... je te rejoins sur le côté, il faut faire vivre les artistes. Et je rajouterais que ce qui me semble hyper important, c'est que ce ne soit pas cloisonné à des lieux institutionnels, musées, et que je trouve ça vraiment super que la société civile prenne pleinement sa place aussi dans enfin voilà, que les artistes puissent être en relation directe avec des individus, c'est hyper important, quoi. Non, ça, il n'y a pas de discussion à cet endroit-là. C'est plus en termes de positionnement, presque, je sais pas, ouais. Non, mais enfin, c'est vrai dans ce que tu dis, pendant le confinement, le fait de considérer la culture et l'art comme non essentiels, enfin, c'est vrai que c'est horrible. Enfin, enfin, tous les gens qui travaillent dans le milieu comme nous ont été. C'est vrai que c'est très choquant. Bon, donc, comme disait Florence, oui, les librairies étaient ouvertes. Finalement, des galeries ont pu réouvrir aussi. Mais c'est terrible, toutes ces belles expositions. Enfin, je sais que le club Néoma a fait une conférence sur l'exposition noir et blanc, qui était une magnifique exposition que personne quasiment n'a pu voir. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Ça a été très problématique. Il faut le voir, c'est vrai que ce n'est pas le sujet ici, mais il y a eu un impact énorme. Alors, en France, on le ressent un peu moins parce qu'il y a quand même une part d'investissement de l'État au niveau d'un certain nombre de musées. Mais le secteur privé a quand même eu à subir quand même de plein fouet ce qui s'est passé. On le voit un peu plus avec ce qui se passe au niveau des musées comme la Galerie des Épis à Florence ou le British Museum, qui ont affiché des pertes abyssales et qui commencent à chercher des moyens de subvenir et de faire rentrer de l'argent parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Donc ça, on n'en parle pas. Bon, je pense que pour Cécile aussi, c'était courageux parce que tu avais prévu quand même de refaire un salon Photo Fever. Et c'est vrai que ce salon, jusqu'au dernier moment, tu y as cru pour pouvoir le faire. Et quand il y a eu à nouveau le confinement, c'est quand même des passages qui ne sont pas faciles et il faut reporter. Et c'est vrai que Cécile, c'est courageux parce qu'à chaque fois, vous remontez au créneau. Et c'est important que je trouve que le secteur privé s'approprie l'art. Il ne faut pas oublier que si on prend par exemple des courants comme les impressionnistes, qui étaient assez décriés à l'époque parce que les achats d'État étaient plus tournés sur une peinture académique qu'on a surnommée l'art pompier, mais il y a de très belles œuvres malgré tout. Mais c'est vrai que ce sont des galeristes qui ont appuyé leurs convictions et des collectionneurs. Et la diversité, en fait, il est important que ce ne soit pas que les institutions qui donnent le là ou qui portent ce qui se fait. Et je pense que c'est aussi une affirmation d'une identité. Hein. C'est vrai que beaucoup de grandes entreprises font un certain nombre de mécénats. C'est souvent lié à la personnalité du PDG ou du bureau de direction, mais ce sont des coups de cœur et c'est aussi une façon de donner une personnalité, de s'exprimer et de donner aussi envie de partager quelque chose d'autre que ce qu'on peut faire dans le cadre professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il se trouve, je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler qu'il y a énormément de collections, donc de collections de particuliers qui ont été, dont les collectionneurs ont fait donation à des grands musées. Donc il y a aussi énormément de musées qui sont alimentés grâce à des collectionneurs.
Donc là, il y a actuellement la collection Morozov qui est exposée à la Fondation Louis Vuitton. Je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai suivi l'autre jour sur Arte le documentaire qui a été fait sur cette collection. Mais enfin, c'est incroyable comme histoire. Bon, finalement, ces Morozov ont eu la curiosité et l'intérêt de découvrir les grands peintres français avant tout le monde. Ils les ont achetés alors qu'en France, on n'y croyait pas. Quand je vois ce qu'ils sont constitués, mais enfin, heureusement qu'il y a effectivement des collectionneurs et des gens comme ça qui sont en lien avec des marchands qui vont porter et soutenir les artistes pour que ça puisse voilà, être vu au grand jour. Enfin, je trouve que voilà, moi, c'est mon leitmotiv. Je trouve que c'est important de créer des collectionneurs pour que ces collectionneurs puissent ensuite faire perdurer cette les siècles. Je trouve que c'est important. Et pour rebondir aussi avec Tôt ou Tard, il faut donner envie aux gens d'y aller parce que des fois, on est issu de certains milieux sociaux. On n'a pas eu l'habitude de pousser la porte d'une galerie, de pousser, d'aller ne serait-ce qu'au théâtre, des gens qui ne vont pas au théâtre. Pendant longtemps, des fois, via certaines écoles, il y avait certaines sorties scolaires où on emmenait au moins les enfants faire un ciné-club, aller au théâtre. Ça leur permettait de découvrir et peut-être de leur donner envie d'y aller. Je pense que tôt ou tard, c'est quelque chose que vous essayez de faire aussi, c'est de faire en sorte que des gens qui n'ont pas été exposés à l'art, et je pense que tu faisais ça aussi avec Photo Fever, parce que c'était quand même un cadre, on n'a pas poussé le cadre d'une galerie, c'est une grande exposition avec des grands halls, et ça permettait d'avoir, il n'y avait pas de barrière pour passer voir les photos, et puis comme il y a du monde, les gens sont moins intimidés, et c'est vrai que c'est toutes ces dynamiques en fait qui fait que les gens ont envie et découvrent parce que des fois les gens on a un peu notre zone de confort hein. Je vois par exemple quand j'organise le club les visites qu'on fait quand je fais les impressionnistes là je fais plein parce que tout le monde connaît et hop ils y vont parce qu'ils savent qu'ils aiment et quand on fait des fois des visites sur des choses un peu moins connues qui sortent peut-être de leur zone de confort on a un peu moins d'amateurs parce que justement ils ne connaissent pas et je pense que ce que vous faites l'une comme l'autre d'une manière ou d'une autre c'est d'amener des gens sur des choses où ils ne seraient pas allés pas d'eux-mêmes autrement. J'avais fait ça me rappelle ce que tu dis, ça me rappelle une initiative que j'ai faite complètement improvisée. Ma sœur est prof de maths au lycée Voltaire à Paris et elle avait une classe de troisième et elle m'a dit mais tiens pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose pour les élèves et donc j'ai accueilli une classe, enfin je crois que c'était une trentaine qui sont venus à Photo Fever et on a fait un peu comme jeu, on leur a dit vous avez chacun un budget de 5 000 € pour acheter les œuvres qui vous plaisent. Donc, ils se sont mis en groupe de 2 ou 3. Et je suis ensuite allée les voir 2-3 semaines après dans leur classe. Et ils ont fait la restitution. C'était très, très, très intéressant de voir comment ils choisissent, comment ils comprennent, les émotions que ça dégage, comment les choix qu'ils font peuvent être révélateurs des personnalités ou des clivages qu'il peut y avoir entre les différentes personnes. J'ai trouvé que ça a été une expérience improvisé, mais absolument extraordinaire de pouvoir écouter des jeunes de troisième, voilà, ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient compris en regardant ces œuvres. J'ai trouvé ça formidable. Et ça leur donne la parole aussi, c'est ça. C'est pas un cours didactique, c'est que là, ils expérimentent. Exactement. Et puis ce que tu choisis, ce n'est pas discutable. Enfin, si tu le choisis, tu choisis ça avec ton cœur. On ne peut pas te dire tu n'as pas bien choisi. Si tu as choisi, parce que ça te connecte à toi-même, ça te dit quelque chose, et donc ce n'est pas discutable. Et en ça, je trouve que c'est très important de montrer aussi, d'affirmer ses choix et d'affirmer ce qu'on aime. Et c'est pour ça d'ailleurs, je trouve que moi, j'ai vu plusieurs collectionneurs qui collectionnent en couple. Parfois, certains couples aiment les mêmes choses, mais c'est quand même pas évident d'aimer les mêmes choses. Donc, c'est aussi bien de pouvoir respecter le choix des uns et des autres. Il n'y a pas, ce n'est pas bien. C'est voilà, moi je n'aime pas, mais toi tu aimes et je respecte ce que tu aimes. Et c'est vrai que c'est très très personnel, très personnel. J'avais fait un tote bag là, pour Photo Fever. Je ne sais pas si on le voit là. Oui. Voilà, cette phrase pour moi c'est vraiment ça. C'est ce que vous collectionnez est toujours vous-même. Et donc voilà, ce n'est pas discutable. C'est une affirmation de soi-même. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de vérité. Il y a une grosse part d'émancipation en fait dans
le rapport culturel, l'art permet de mieux comprendre le monde, permet de mieux se comprendre soi. Et donc, je pense que c'est hyper important de donner des clés à chacun, au plus grand nombre. Et que vous parliez tout à l'heure, oui, il y a des freins et les freins, c'est nous, c'est la société qui les met aussi. Enfin, je veux dire, quand on arrive avec un groupe de demandeurs d'asile ou de personnes en situation de handicap à l'opéra, ben oui, ça dénote un peu. C'est pas, et pourtant, ces gens-là apprécient tout autant les propositions, ils les voient effectivement avec leur regard à eux. Et en fait, là, nous, de plus en plus, on essaye de faire participer les différentes personnes qu'on accompagne dans les choix. C'est-à-dire que souvent, c'est plutôt les travailleurs sociaux qui vont choisir pour les personnes en disant bah, ça, c'est bien adapté. Et en fait, on se rend compte que si on laisse choisir les personnes, en fait, ils vont vers des trucs hyper ambitieux et c'est très riche, quoi. Donc, effectivement, il y a vraiment ce côté épanouissement de la personne, construction de soi, et puis inclusion dans un espace qui est l'espace public. Je crois que c'est le nombre de personnes qui fréquentent régulièrement les institutions culturelles, grandes institutions culturelles, c'est 5%. Est-ce que c'est normal vu l'argent qui est investi et que enfin, voilà, je suis très reconnaissante. Je discute à aucun endroit cette exception culturelle française. Au contraire, j'en suis très heureuse. Mais est-ce que c'est normal que 5% de la population bénéficie de tant d'investissement? Non, je ne crois pas. Donc oui, c'est clair que enfin, nous, c'est notre credo. Donc mais je pense que c'est important que c'est constitutif de la personne. Et de plus en plus, le ministère de la Culture met de l'argent dans l'éducation artistique et culturelle, mais c'est toujours à destination des enfants. Or, malheureusement, les précédentes générations n'ont pas eu cette chance-là. Donc, il y a beaucoup de parcours du spectateur qui se créent au sein des écoles. Par exemple, je sais que sur la ville de Metz, c'est 100% EAC, ils appellent ça éducation artistique et culturelle. Donc, tous les élèves, à un moment dans leur vie, ont eu un parcours du spectateur. Et ça, je pense que c'est remarquable. Mais je pense on pourrait faire ça aussi auprès des adultes. On voit bien l'intérêt que ça a dans le cerveau. On commence à parler tout doucement de prescription, en Suisse, c'est quelque chose qui se fait pour la santé mentale, un sujet qui est très d'actualité aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas que les enfants qui ont le droit, à cet accès, à cette éducation artistique et culturelle. Et je pense que tu as raison parce qu'en fait, on a eu aussi une mutation de la société qui est, bon, j'appartiens quand même à la génération où on avait plutôt que la télé quand on grandissait. Et à la télé, à l'époque, il y avait l'émission de Jacques Sancel pour la musique classique, il y avait le théâtre ce soir. Et finalement, c'était des émissions que beaucoup de gens voyaient. Et souvent, ils découvraient les concerts, le théâtre par ce biais-là. Et c'est comme ça qu'après, ils poussaient la porte des théâtres parce qu'ils avaient envie de voir les acteurs qu'ils avaient vus sur scène ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a eu un éclatement au niveau des médias. Les jeunes ne sont pas derrière la télé. Il y a Internet, il y a les jeux vidéo. Il y a une multiplicité au niveau de l'offre. Et comme tu disais, Cécile, si on ne leur donne pas des clés, alors déjà à l'école, il faut donner quelques clés pour qu'au moins ils aient des repères. Et s'ils ont envie, quand ils vont dans une bibliothèque ou une cinémathèque ou quelque chose, qu'ils aient quelques repères, quand on leur a donné, c'est bien. Mais même au niveau adulte, en fait, je pense qu'il est important de faire rentrer la pratique culturelle dans des quartiers, parce que c'est vraiment un lieu d'expression, d'échange. On s'exprime autrement qu'en insultant l'autre ou en étant dans des rapports pas toujours faciles. Et comme tu dis, on apprend l'écoute, on apprend le respect de l'autre, on apprend qu'il n'y a pas une vérité, on a le droit d'aimer quelque chose et l'autre a le droit de ne pas l'aimer et d'aimer autre chose. Et c'est quelque chose, en fait, on ne peut plus le faire par un vecteur unique comme à une époque, on avait les journaux, la télé et c'est tout. Maintenant, il faut trouver d'autres biais. Et là, je pense que des associations comme les vôtres sont des relais et il est important que ce soit quelque chose qui soit pris par la société civile en main.
Absolument. Et je me demandais, Cécile, donc Châle, quel est ton point de vue sur les propositions artistiques et donc la photo, puisque c'est le médium que tu as choisi, dans l'espace public? Parce que suite à la période là qu'on a vécue, nous, les lieux de diffusion qui font partie de notre donc 95 sur l'Alsace, sont beaucoup sortis finalement du lieu même. Et on a vu fleurir pas mal de propositions dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que la création d'une œuvre sur une place, c'est aussi l'opportunité de faire se rencontrer euh, type de personnes, des salariés qui travaillent dans le quartier, des habitants, et comme tu le disais, de tout champ, de tout catégorie socio-professionnelle, et d'avoir une place au même titre parce qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, on a tous le droit d'avoir une idée, quoi. Tu prêches une convaincue. Moi, ce qui m'a amené à créer Photo Fever, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, enfin les grands groupes dans lesquels je bossais, ma première action, ça a été de monter une exposition que j'ai vendue entre guillemets, comme opération d'image pour un centre commercial à Paris, donc le centre commercial Italie 2. Et tout le GIE des commerçants avait financé cette exposition pour donner au centre commercial un cadre un peu plus inspirant. Donc il se trouve que j'avais fait cette exposition à partir du fonds photographique de mon grand-père Roger Châle. Donc l'exposition s'appelait Paris vu par Roger Châle. Donc c'était 64 photos magnifiques en très grand format tirées par un grand labo, le labo Dupont à l'époque, et disséminées sur les 3 étages du centre commercial. Donc ça a été une première initiative que j'ai faite. Donc je trouve que l'art doit effectivement aller à la rencontre du public. Et la deuxième grande initiative que j'ai faite, qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, je trouve qu'il faut de plus en plus qu'il y ait des initiatives de ce type, c'est que j'avais proposé à la SNCF il y a 15 ans, hein, ça date un peu, mais à l'occasion de la rénovation du parvis de la gare de Lyon, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir leur proposer une exposition sur le thème de la montagne. Et il se trouve que je travaillais à l'époque avec un éditeur qui venait de lancer le livre de Willy Ronis, La montagne de Willy Ronis. Et quand je suis arrivée à la SNCF avec cette idée, ils ont trouvé l'idée géniale. Et cette exposition a été sur le parvis de la gare de Lyon en février-mars 2007, donc au moment des départs en vacances des gens à la montagne. Et d'ailleurs, cette opération a marqué, puisque depuis, la SNCF continue à faire des expositions de photos sur le parvis de la gare de Lyon. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est des lieux où on attend, des lieux où on se promène, des lieux… du coup, on voit une exposition, on n'avait pas forcément prévu de la voir. C'est génial, il faut multiplier ça, au contraire, je trouve que c'est formidable. Après, la question, c'est… qui paye? Comment on le finance? Voilà. Les finances reviennent quand même. Parce que oui. le problème que je trouve dans tout ça, moi je trouve que c'est formidable, mais les gens considèrent que c'est gratuit, mais rien n'est gratuit. Donc il y a forcément quelqu'un qui paye. Donc soit c'est la SNCF, soit c'est la ville, soit donc c'est nos impôts, soit c'est un mécène, mais il y a bien un moment donné, il faut que quelqu'un paye. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ces démarches, mais ce qui m'embête, c'est que du coup, on considère que l'art, c'est gratuit, oui. Et il y a bien quelqu'un qui paye quelque part. Voilà. Alors ça, c'est quand même lié à longtemps à une politique de gratuité qui a été menée par l'État français. Et c'est vrai que l'accès, le libre accès, c'est bien. Mais c'est vrai que des fois, quand on parle avec certaines vieilles générations, quand on prend mes parents, mes grands-parents, ils sont d'une génération, il n'y avait pas encore les bibliothèques partout comme il y a aujourd'hui municipales, et ils économisaient pour s'acheter leurs livres. Et c'était des fois assez difficile. Des fois, il y en a, ils ne mangeaient pas grand-chose pour pouvoir se payer un livre. Et je pense qu'ils avaient une relation beaucoup plus affective, en fait, parce qu'il y avait un effort. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu étonné, et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait le libre accès. Par contre, il faut qu'on ait la notion qu'il y a des gens qui travaillent, que c'est un métier qui doit être rémunéré
rémunérés et que ce n'est pas un Deus ex machina qui fait que les expositions sont là. Et ça, il faut en parler, il faut que les gens en aient conscience et que c'est comme je dis avec le club, hein, on fait ce qu'on fait parce qu'ils payent leurs entrées et que s'ils ne payent pas, nous, on a programmé quelque chose, on s'est engagé vis-à-vis d'un musée ou d'un guide et il faut quand même qu'on puisse le payer. Donc voilà, donc c'est bien de participer et c'est quelque chose où là on a besoin dans les entreprises, en fait, c'est une tradition anglo-saxonne au niveau de quand on réussit dans la société, de rendre à la société d'une manière ou d'une autre. Et souvent les grandes fondations américaines, c'était le modèle, hein, quand on voit comment sont financés le SMET ou un certain nombre de musées, la part privée est très importante. En France, en fait, c'est part privée n'est pas encore très développée. Il y a eu des progrès depuis 20 ans par rapport à ce que c'était auparavant, mais ça reste trop lié à une incitation fiscale, malheureusement. Ouais, non, je partage complètement ton propos. Et je trouve que c'est une évolution qui est nécessaire et je pense qu'elle s'explique le fait que les entreprises, la société civile de manière générale, parce que les individus aussi, se soient moins engagés justement dans ce terrain-là, dans l'investissement dans l'art, tout simplement parce que dans la création artistique, parce que l'État prenait beaucoup, quoi. Et à un moment, il y a eu un désengagement en se disant, bon, c'est le domaine de l'État. Sauf que ça a créé aussi une distance, je crois, entre les individus, les entreprises et les artistes. Et ça, effectivement, l'initiative de Cécile permet de rapprocher à cet endroit-là, de casser un peu ce gouffre. Et par exemple, là, dans le cadre de mon précédent poste, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait travaillé par exemple avec des promoteurs immobiliers où on faisait une création dans le cadre de nouveaux aménagements urbains. On avait des artistes professionnels qui faisaient rencontrer différents types de personnes d'un espace et qui faisaient émerger une identité. Et je pense qu'il y a aussi des nouveaux dispositifs. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif de nouveaux commanditaires de la Fondation de France qui part d'une envie, par exemple, d'un petit village qui a envie d'avoir une œuvre d'art et qui accompagne vers la création d'une sculpture, d'une installation. Et je pense que c'est chouette aussi d'avoir des processus finalement de capacitation, quoi, de se dire, OK, ouais, on est tous acteurs là-dedans, on a le droit de donner notre avis, on a le droit de dire ce qu'on a envie de voir là, et ça permettra aussi que la création artistique contemporaine soit mieux comprise, en fait. Puisque quand on fait partie du processus, quand on fait partie d'une aventure, déjà on la comprend mieux et puis on se sent beaucoup plus impliqué, quoi. Oui, et ça permet de choisir l'identité du quartier. Et d'y contribuer. Mais c'est vrai que par rapport aux entreprises, ce que tu disais, bon, c'est vrai que l'État a pris beaucoup de place et du coup, on a eu tendance à ne pas avoir ce tempérament comme l'ont les anglo-saxons. Il y a depuis la loi Ayagon, qui date de août 2003, des incitations fiscales vraiment très intéressantes, je trouve, pour les entreprises et même aussi pour les particuliers, puisque tu peux, pour toutes les professions libérales, toutes les œuvres d'artistes vivants peuvent profiter de déductions fiscales vraiment intéressantes. Encore faut-il s'y intéresser et encore faut-il le savoir. Donc moi, j'essaye à mon niveau et autour de la photographie de faire savoir tous ces dispositifs qui peuvent finalement accompagner les collectionneurs dans pouvoir encore acheter plus, parce que finalement, on peut en déduire une partie. Donc l'idée, je ne pense pas que c'est les incitations fiscales qui vont être le déclencheur. En revanche, les incitations fiscales vont pouvoir aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est très important. Et il y a de plus en plus d'entreprises, et moi, ça fait partie de mon credo aussi, d'amener les entreprises à collectionner la photographie, parce que c'est vrai que c'est un art qui est plus accessible et qui est plus facile, je trouve, pour fédérer les équipes et les clients, mais d'inciter les entreprises à créer des collections de photographies autour d'une thématique qui peut refléter les valeurs de l'entreprise, voilà. Donc ça, je pense que c'est des initiatives intéressantes à pousser. Comme le disait Florence tout à l'heure, ça vient souvent de la passion du patron.
Donc, Oui. il faut repérer voilà, les entreprises dont les patrons ont une appétence pour l'art et pour la photographie en particulier. Et à partir de là, il y a des choses à construire. Et ça, c'est vraiment un an d'arrêt de culture en ce qui me concerne pour Photo Fever. Moi, mon idée dans le relancement, c'est vraiment œuvrer en faveur des entreprises pour les accompagner dans la création de collections. Parce que, pareil, les gens se sentent intimidés, les gens ont envie d'art dans leur entreprise, mais ne savent pas comment faire. Et donc, je veux être une solution pour eux. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, il nous reste à peu près un peu moins d'une dizaine de minutes. Ce que je vous propose toutes les deux quand même, c'est que voilà, vous avez vécu le confinement. Je pense que là, il y a tout le monde qui a une reprise. Parlez-nous un petit peu de justement ce que vous allez faire dans quelle va être la version de Photo Fever dans l'avenir ou tôt ou tard, par exemple, quelques exemples d'événements ou de choses que tu fais là dans les mois qui viennent sur l'Alsace. Je laisse Cécile commencer, ça me laisse le temps d'y réfléchir, parce que d'accord. je ne vais pas tout dire. D'accord. Alors, j'ai fait un petit, je ne sais pas si je peux partager Vas-y, j'ai arrêté mon partage écran, donc normalement, ça doit être bon pour toi. En fait, oui, je voulais, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez le logo Oui. avec le Start to Collect. Bon, le Start to Collect, c'est vraiment mon mot d'ordre, hein. C'est vraiment inciter les gens à démarrer la collection. Et quand je dis collection, attention, hein, c'est pas des milliers d'œuvres. Pour moi, la collection commence à deux œuvres à partir desquelles peut s'instaurer un dialogue. Et je me rends compte que finalement, comme beaucoup de choses dans la vie, le plus difficile, c'est de démarrer. Et puis une fois qu'on a démarré, on se sent plus légitime, on se sent plus à l'aise pour continuer. Donc moi, mon idée, c'est avec Photo Fever, c'est de faire démarrer les gens dans la collection de photographie. Et tout ce moment de réflexion m'a amené, voilà, en fait, ça fait 10 ans, j'ai créé Photo Fever il y a 10 ans. Et pour ces 10 ans, bah, l'idée, c'est de se réinventer. Donc j'ai prévu un nouveau format, un nouveau lieu, de nouvelles dates et une nouvelle organisation. Le nouveau format, c'est faire quelque chose de plus petit, de plus intimiste, de plus facile d'accès. Le Carrousel du Louvre, j'ai adoré y être pendant 10 ans, mais je trouve que c'est très grand. Il y avait beaucoup de monde, il y avait 100 galeries, 15 000 visiteurs. J'ai envie de quelque chose de plus cosy, on va dire. Voilà, donc un nouveau format. Donc, ce sera toujours des galeries avec des sélections d'artistes qu'on fera ensemble avec les galeries. Un nouveau lieu, donc c'est un lieu que j'ai découvert il y a 11 ans, qui est un lieu magique, c'est un magnifique écrin, donc beaucoup plus petit mètres carrés. C'est sur 3 niveaux. C'est comme une grande maison, mais un peu mode loft industriel, qui est entre Bastille et République, qui s'appelle le Bastille Design Center. Donc, avec une magnifique verrière, il y a une très belle lumière, c'est un très très beau lieu. Nouvelle date, donc je me suis dit que pour mes 10 ans, j'étais assez grande et que j'avais plus besoin d'être accolée à Paris Photo en novembre. Donc je me suis dit, je vais me désolidariser et me positionner en février, juste avant la Saint-Valentin, parce que finalement, on peut aussi s'offrir des œuvres ou offrir des œuvres pour faire plaisir. Donc la prochaine édition aura lieu du 10 au 13 février 2022. Et une nouvelle organisation, puisque c'est vrai que le confinement, quand le décret est tombé le 17 octobre l'année dernière et que je me suis dit que je ne pourrais pas faire Photo Fever malgré ce que je pensais, j'ai dû me séparer de mon équipe, j'ai mes bureaux et j'ai eu voilà, quelques mois de réflexion pour me dire comment je vais faire. Et j'ai noué un partenariat avec une école que j'apprécie beaucoup, donc je connais très bien le directeur depuis 10 ans. C'est l'école qui s'appelle l'ICAR, qui est une école du marché de l'art. Et j'ai noué un partenariat avec eux pour que Photo Fever soit un des projets pédagogiques des dernières années du MBA de l'ICAR. Et donc, je vais co-organiser cette prochaine édition avec une vingtaine d'étudiants que je vais piloter pour, voilà, pendant 5 mois. En fait, le projet commence le 12 octobre jusqu'à mi-février. Voilà, donc 5 mois de préparation et de co-organisation. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi d'innover dans les formats et dans les modes d'organisation. Et je trouve que j'ai toujours beaucoup travaillé avec des étudiants et des jeunes à Photo Fever. Et c'est ce qui a fait que Photo Fever est là aujourd'hui. Donc, je reviens un peu aux sources en retrouvant une fraîcheur avec ce nouveau corpus d'étudiants que je vais accompagner pour qu'on puisse faire ensemble et pour vous tous du 10 au 13 février 2022 la prochaine édition de Photo Fever au Bastille Design Center. Donc,
boulevard Richard Lenoir. Il y a plein d'expositions qui ont lieu d'ailleurs dans ce lieu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais en tout cas, je note la date parce que dans ce cas, notre événement du Club Art de février, ça sera de venir. Voilà, surtout. Voilà. Merci en tous les cas de me donner l'occasion de partager l'information avec vous. Ouais. Et aussi au niveau de tôt ou tard, parce que parle-nous un petit peu des fois de ce qui vient, parce que c'est vrai qu'on a quand même aussi des clubs, en fait, hein, les tribus régionales. C'est vrai que peut-être que la tribu au niveau de l'Alsace, en fait, peut peut-être faire aussi des choses avec toi. Oui, absolument. Mais là, effectivement, on a beaucoup d'événements, mais qui sont plus dédiés aux professionnels, hein, de la culture et de l'action sociale. Mais moi, j'avais envie de partager avec vous deux choses, effectivement, deux perspectives qui me semblent intéressantes. La première, c'est que Cécile, enfin Photo Fever a eu 10 ans, nous, tôt ou tard, on a eu 20 ans. Décidément, c'est des années d'anniversaire. Et donc, dans le cadre des 20 ans, nous, on va créer un magazine autour des projets culturels et artistiques à visée sociale. Donc, souvent, c'est des projets de création artistique, mais avec impliquant à un endroit des personnes en difficulté. Et donc, on va solliciter des sociologues, des urbanistes pour questionner aussi un peu ces réflexions de fond sur ce que la création artistique peut apporter à l'habitat, à la transformation sociale, à l'épanouissement des personnes, enfin, voilà, en termes de santé mentale, je vous le disais. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Si ça intéresse certains de vous, je ferai en sorte que vous puissiez avoir ce magazine entre et par ailleurs, on a une billetterie solidaire où on distribue, on est une plateforme en fait où les gens peuvent accéder, les personnes en difficulté peuvent accéder à des billets à 3 € pour aller dans les expositions, au spectacle. Et cette année, ce qu'on va faire aussi, c'est de favoriser beaucoup plus l'accompagnement en amont. Donc, c'est pas, on n'est pas tellement public comme peut l'être Photo Fever, mais voilà, c'est un peu ce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus sur l'avant et l'après et qu'on accompagne les personnes à cet endroit-là. Donc, ça peut être en tous les cas des pistes pour collaborer soit avec des entreprises, soit avec des particuliers sur le secteur de l'Alsace. En tout cas, si on a des néomas, en fait, hein, qui ont des entreprises et qui ont envie de contribuer, même la billetterie solidaire, je pense qu'il faut la financer et puis peut-être même des fois proposer des lieux pour accueillir, peut-être certaines entreprises qui auraient un lieu pour organiser quelque chose ou qui voudraient faire une coopération, ça serait des choses à lancer. Donc, on lance l'appel, hein, sur le réseau Néoma pour ceux qui verront l'animation. Et puis, en tout cas, je vous remercie à toutes les deux d'avoir répondu présentes parce que ce n'est pas toujours facile avec les emplois du temps des uns et des autres. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis au revoir. En tout cas. Merci de l'invitation. Au revoir, Cécile. Elle fait assez. L'art qui guérit. Je voulais juste recommander ce livre. Ça... Très bonne idée. Merci. Bon, sur cette note d'humour, je vous dis à bientôt et puis on se retrouvera toutes les deux, hein, j'espère les unes et les autres, c'est les deux Cécile. J'espère quand j'y reviendrai en Alsace, je te ferai un petit coucou aussi. Ah bah j'espère. Et à bientôt à toutes les deux et merci encore et merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et on espère que ceux qui nous verront en replay aimeront beaucoup. Au revoir. Merci.